l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais peut-être, Monsieur le Commissaire, une dernière question. Allez-y. Rapidement, vous avez parlé tout à l'heure des compagnies comme SAP qui développent des solutions. Ces solutions-là leur appartiennent à eux par la suite? Ah. Le logiciel de base leur appartient toujours. À qui revient le développement sur mesure? Je pense que ça dépend des contrats et des clauses contractuelles. Je pense que ça peut varier. J'ai déjà vu des cas où un client a insisté à avoir une partie de ses personnalisations sur mesure. Mais prenons la livraison 2 dans notre cas ici. Tout le travail de développement qui a été fait, est-ce que ça peut être utilisé pour un autre client? Et donc, potentiellement. Un bénéfice que pourrait en tirer LGS et SAP? Il n'y a pas beaucoup de sociétés francophones comme la nôtre avec nos lois. Donc, oui, il y aurait potentiellement une utilité. Ils pourraient bâtir à partir de ça, mais l'utiliser comme tel, je ne penserais pas. Mais donc, il y a un gain d'être deuxième autant pour le client que pour la société. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre, d'être le deuxième qui vit un développement similaire? Si le deuxième peut bâtir là-dessus, c'est bénéfique pour lui. Est-ce que c'est davantage bénéfique pour le client ou pour le développeur? Pour le client. Le développeur lui paye. Là. Le développeur l'a payé sa solution. Là. Exact. Merci. Merci. Question? De la prise? Bonjour. Alors, lorsque vous arrivez à la Société de l'assurance automobile du Québec comme membre du conseil d'administration, vous arrivez avec votre bagage, évidemment professionnel, personnel. Quelle est la lecture que vous posez sur le support que reçoit le projet à ce moment-là? Je le trouvais excellent. J'étais très impressionnée par la qualité des présentations. Les présentations faites et d'ailleurs par toutes les présentations, même celles qui n'étaient pas à CASA, l'équipe de direction me semblait très forte et l'organisation me semblait très bien gérée. Vous sentez les équipes mobilisées? Vous avez dit ça tout à l'heure dans votre témoignage. Absolument. La mobilisation était très bonne. Vous sentez également que le projet est audité à l'interne? Oui. Il y avait le vérif interne qui faisait des rapports. Est-ce que vous voyez également que le projet est soumis à des audits indépendants, externes? Oui, avec E&Y qui faisait une revue de gouvernance, un accompagnement. Je ne sais pas si je considérerais ça comme audit externe, mais c'est un accompagnement externe. Donc, une équipe professionnelle qui s'y connaît dans la matière et qui pose un regard indépendant et qui dit voici ce qu'on voit qui va bien, voici ce qu'on voit qui va moins bien, vous devriez vous concentrer sur telle et telle affaire pour améliorer. Et de votre point de vue, à ce moment-là, selon votre lecture, ces pratiques-là, ce support-là que le projet a, c'est conforme aux meilleures pratiques? Oui, absolument. C'est la grande majorité des projets d'envergure vont faire des revues externes pour avoir cette vision indépendante de temps à autre. Et lorsque vous regardez le rôle de l'alliance composée d'IBM et de LGS, quel était dans votre lecture le rôle de l'alliance à ce moment-là, en 2018, lorsque vous arrivez? Bien, l'alliance, c'était vraiment le chef de projet de livraison, dans la mesure que c'est eux qui ont l'expertise SAP, c'est leur environnement qui montait. Alors, ils étaient le pilote technologique.
Et pour avoir été vous-même personnellement impliqué dans de tels projets, cette expertise-là, est-ce qu'elle sert à évaluer le projet également sur le plan financier, sur le plan de l'effort à déployer? Bien, l'expertise du fournisseur est de faire un estimé juste et de livrer selon son estimé, son contrat. L'équipe, à mon arrivée, j'avais pas de doute particulier sur l'équipe. Je présumais que c'était une équipe assez forte. Et est-ce que cette opinion-là a changé lorsque vous constatez en 2020 qu'on est pris pour négocier avec LGS Oui. une nouvelle portée, une nouvelle définition de l'effort à déployer? Oui, j'étais un peu surprise qu'ils avaient si mal estimé la L2. Maintenant, c'est pas facile de faire des estimés de cette envergure, mais en tous les cas. Vous avez indiqué également que un mandat avait été confié à PwC d'examiner certaines conclusions ou constats de l'auditeur interne et de la direction de vérification interne relativement au projet CASA. Si je vous suggère que c'est à la demande de la direction de vérification interne que ce mandat-là a été confié à PwC, est-ce que ça vous rappelle un souvenir? Pour vous dire, je ne me souviens pas qui l'a demandé. Je dois vous dire honnêtement, je ne sais pas si c'était la direction ou c'était la vérif. Je ne sais pas. Et vous avez mentionné également dans votre exposé, à la lumière de votre expertise, qu'à rebours, on ne devrait pas faire de tels projets en un bloc. Vous reconnaissez par ailleurs que la L3, la livraison 3, était une livraison optionnelle. J'ai jamais lu le contrat détaillé et je n'ai pas non plus participé à l'appel d'offres. Alors, ça doit être le fait parce que personne n'insistait sur la L3 à tout prix. Et si on envisage le projet par phase, est-ce que dans votre esprit, puis dans ce que vous avez énoncé tout à l'heure à la commission, ça suppose plusieurs appels d'offres? Parce que vous dites... Oui, oui, ça suppose plusieurs appels d'offres. Et c'est pour ceci que ça ne se fait pas de même. Le coût de l'appel d'offres et la période de temps nécessaire est très longue. Alors, ça peut en soi retarder ou allonger la période d'implantation. Mais c'est tellement difficile de faire un estimé précis sur une ampleur grande comme ça que pourquoi essayer de le faire? On ne peut pas être précis quand c'est trop gros. Alors, on est mieux d'y aller bloc par bloc et de faire plus qu'un appel d'offres et de faire travailler le fournisseur. Mais par contre, si j'avais des recommandations au gouvernement, ça serait de modifier les règles d'appel d'offres pour qu'ils soient plus utilisables en plus petits blocs et que tout le monde, et du côté des fournisseurs et des organismes qui demandent des services qui peuvent être plus efficaces. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Ça n'a pas de sens. C'est très coûteux, un appel d'offres. Et si on le fait par phase, j'imagine que ça ne nous garantit pas que ce sera le même fournisseur qui va exécuter les travaux de développement jusqu'à la fin? Non, ça ne garantit pas ça. Puis c'est peut-être une bonne chose que ça ne le garantit pas. Il y a toutes sortes de moyens qu'on peut mettre pour améliorer la performance du fournisseur quand il n'est pas garanti. Et à ce moment-là, ça suppose que de nouvelles équipes de travail interviennent à chaque phase? Oui, mais il y a du roulement dans tous les projets. Il y a du roulement dans la direction du projet, les chefs de projet. Il y a du roulement dans les spécialistes. Parfois, c'est le spécialiste de finance. L'autre fois, c'est le spécialiste de BASIS. La troisième fois, c'est le spécialiste des RICEF. La granularité de l'expertise dans un tel environnement est tellement grande que ce n'est pas rien qu'un fournisseur qui a toutes les expertises dans tous les modules dans le monde. Alors, je ne pense pas. C'est sûr qu'on veut finir une livraison, une même phase avec la même équipe. On ne veut pas changer de fournisseur
en cours de livraison. Ça serait de recommencer de zéro. Mais si une phase peut être livrée et utilisée, 3 mois après la livraison, le fournisseur, en principe, il a transféré ses connaissances à l'équipe interne et on peut recommencer avec un autre fournisseur qui connaît l'environnement SAP dans ce cas-là, Évidemment. mais qui arrive avec son équipe à lui, avec d'autres experts dans le module X, Y, dans les basis, dans les RICEF, dans les essais, etc. Mais à ce moment-là, il y a une courbe d'apprentissage de ces équipes de travail pour apprendre les lignes d'affaires, par exemple, de la société. Je ne suis pas convaincue de ceci parce que chaque livraison implique en toute grande probabilité une ligne d'affaires différente. Alors, même si j'ai le même fournisseur, peut-être qu'il connaît la SAC, mais il ne connaît pas l'INDEM. L'équipe L2 ne connaît pas l'INDEM. Peut-être qu'ils les ont croisés dans la cafétéria de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont étudié le modèle utilisé à l'INDEM pour offrir les services et qu'ils connaissent toutes les règles d'affaires et toutes les nuances nécessaires pour donner un service de qualité. Et donc, on pourrait aussi envisager un seul appel d'offres avec une phase 1 ou une première livraison ferme, c'est-à-dire qu'il y aurait un engagement pour retenir les services de la firme pour la livraison 1 et envisager de mettre au contrat des options pour d'autres livraisons subséquentes si le travail est fait correctement. On pourrait faire ça si le travail est fait correctement, mais ça veut dire qu'on structurerait le également de façon à ne pas commencer la phase 2 en chevauchement de la phase 1. Il faudrait avoir plus de granularité. Mais je pense que l'optique d'offrir des plus fréquentes et plus petites bouchées au marché dans un contexte gouvernemental où on est pris avec des règles d'approvisionnement très serrées, importantes et serrées, je pense que c'est la meilleure. Personnellement, c'est pour moi meilleur que de faire des gros appels d'offres monolithiques qu'on perd le nord à peu près. Vous évoluez toujours au conseil d'administration de la SAC. Oui. Vous êtes peut-être familière avec SACLIC. Oui. Diriez-vous que la livraison 2 est réussie? La livraison 2, maintenant, est fonctionnelle et donc réussie implique que c'était un succès. La mise en prod n'était pas un succès, mais le système est maintenant stable, fonctionnel. Il livre toutes les fonctionnalités requises pour opérer les centres de services, l'IMAT, les permis, etc. Et SACLIC en ligne est beaucoup plus convivial et performant que son prédécesseur. Je vous remercie. J'aurais, puis là, c'est vrai que je vous libère après, là, c'est juste, on a eu une présentation mardi matin de différents, de 2006 à 2015, de différents audits du vérificateur général ou de la vérificatrice générale du Québec qui faisaient état, puis je trouvais ça intéressant à titre comparatif, faisait état que parce qu'elle a audité des grands projets là, d'organismes ou de ministères là, québécois. Et la conclusion disait qu'au Québec, les équipes projets, généralement, dépassaient 50% de recours au privé versus les employés du ministère concerné ou d'organismes concernés. Par rapport à 17 à 35, c'était à peu près ça dans ces eaux-là, pour le reste du Canada. Au fédéral, est-ce que c'est... Puis vous avez été longtemps au fédéral, etc. Est-ce que c'est la même dynamique que le Québec? C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de ressources à l'interne au niveau et on doit nécessairement, dans les équipes projets, avoir recours à énormément de main-d'œuvre qui vient du fournisseur de services. Là. Au fédéral, il y a beaucoup de consultants externes. Énormément. Beaucoup. Ça semblerait peut-être comme le Québec, à 50% à peu près, là, dans les grands projets. Et c'est important. Je ne sais pas le pourcentage, je ne m'en souviens plus. Je le savais à l'époque, là, quand j'étais en poste, mais les grands projets sont vraiment peuplés en grande majorité par des consultants. Puis diriez-vous que c'est inévitable, là? C'est-à-dire que je peux me gratter la tête longtemps, demander des panels d'experts puis de recommander au gouvernement, mais qu'on n'aura jamais, en tout cas à moins de croire aux licornes, là, que... Non, je ne dis pas que c'est inévitable. D'ailleurs,
moi, je pensais que quand la SAC avait pris la décision d'aller à SAP, j'ai suggéré qu'on approche une université au Québec et la firme SAP pour établir un centre de formation SAP propre au Québec. Les Québécois sont d'excellents informaticiens, parmi les meilleurs au monde, selon mon expertise. Et je suis attristée à savoir la tâche sur la réputation qu'on a, mais en tous les cas, c'est des très forts informaticiens et si on avait fait ça, on aurait commencé le noyau, peut-être pas une grande population, mais commencer à bâtir et nos informaticiens SAP québécois travailleraient partout dans le monde, peut-être basés ici, faire du offshoring pour ailleurs. Et je pense que c'est toujours une option. On a Est-ce qu'il y a d'autres grands projets qui s'en viennent, là, vous le savez? Oui, Là. oui, il faut développer sa propre main-d'œuvre. Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur le Commissaire. Parfait. Bien, sur ça, vous m'éclairez beaucoup. Je vous remercie. Votre témoignage nous est tout à fait éclairant et utile pour nos travaux. Alors, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Là. Moi, je pense. Merci à vous. J'apprécie énormément. Merci. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour de façon Merci. prudente. Et bon week-end à vous. Bon week-end également. Merci. Ça complète. Bonne soirée à tous. 9h30 demain matin. Veuillez vous lever. Ajournement demain matin, 9h30.